à ne pas connaître la Jeune Chambre économique, je vous propose de démarrer par une brève présentation de la Jeune Chambre économique. Alors mince, du coup, j'ai pas fait le bon truc qu'on a testé tout à l'heure. Alors, voilà, excusez. Voilà. J'ai appris la manip il y a une demi-heure, donc vous me pardonnerez. Voilà, c'est parti. La JCE, c'est un réseau, c'est un terrain d'opportunité, c'est un terrain de jeu à la fois. Pour moi, la JCE, c'est un mouvement international qui se décline en local. On est là pour développer les territoires, pour faire bouger nos villes respectives. C'est un mouvement donc international qui est né aux États-Unis en 1975 et qui a vraiment arrivé en France en 1952 par M. Yvon Chotard. Qui a décidé de mettre en application les principes de l'humanisme. Je le connais dans aucun autre mouvement associatif, cette capacité d'être à la fois dans un ancrage ultra local et en même temps de faire partie d'un réseau international de plus de 200 000 jeunes dans le monde. Ici, seule la bonne volonté et l'envie priment. Qui forme des jeunes au leadership citoyen de façon non partisane. C'est-à-dire qu'on n'est ni à gauche ni à droite, mais devant. Et on a toujours poussé les membres à se dépasser pour des projets d'intérêt général. Parce qu'on travaille ensemble dans la convivialité, qu'on mène des actions impactantes. On pense global, puisqu'on a le cadre des Global Goals, et on agit local. On est répartis dans toute la France. C'est-à-dire il y a une jeune chambre dans tous les départements quasiment, et ça donne 135 jeunes chambres sur tout le territoire national. Ce que j'apprends à la JCEF, c'est le sens de l'organisation, la gestion de projet et la gestion des bénévoles. C'est le test and learn. On teste, on essaye, on apprend, on se plante, on réessaye et on s'améliore. De gagner en confiance en soi et de mieux savoir organiser un projet. Donc concrètement, je mets en pratique les valeurs que j'ai vues et que j'ai côtoyées tous les jours au sein de l'association, mais dans mon métier. C'est aussi un endroit de défi personnel, parce qu'on vient tester aussi ses limites, développer des nouvelles compétences, et ça a été super endroit pour apprendre tout simplement. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Sortir sa zone de confort. Je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs qu'à la Jeune Chambre. Le sentiment d'être utile sur mon territoire et la possibilité de changer le monde à mon échelle avec les autres. C'est beaucoup de choses, la JCE. En un mot, une famille. Pour rejoindre la Jeune Chambre économique, lorsque je présente à de nouvelles personnes le mouvement, je leur dis... C'est une formidable école de développement personnel. Ça apprend tout un tas de choses qui peuvent servir autant dans la vie perso que dans la vie pro. Je pense qu'il trouvera forcément une raison pour rejoindre. Je me réjouis profondément que des nouvelles personnes puissent rejoindre la Jeune Chambre économique française, poser leurs propres pierres et nous construire un monde meilleur. Ah non. Ok, voilà, bah écoutez, bienvenue à tous. J'espère que ça vous a donné des billes par rapport à notre mouvement pour ceux qui ne connaissaient pas. Et donc, comme vous le voyez, vous l'avez vu, nous sommes présents en France partout et dans le monde aussi. Donc, partout où vous êtes, la Jeune Chambre est là. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? C'est donc dans le cadre de l'Action Flash Parler d'Europe. Donc cette année, depuis le 1er janvier, on est dans une période de présidence française de l'Union européenne. Cette période s'achèvera le 30 juin prochain. Et donc, la Jeune Chambre économie française a souhaité mettre en valeur cet événement et l'utiliser comme outil pour sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques européennes. Et donc, pour ceci, nous avons créé une action flash qui s'appelle Parler d'Europe, qui consiste en fait à parler d'Europe pendant une soirée, un moment, sous la forme de concours d'éloquence, d'afterwork citoyen, etc., etc., de table ronde.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la prise de parole en public, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On a toujours envie de s'améliorer, de se perfectionner sur sa prise de parole. Et donc, on s'est dit, tiens, si ça permettait de sensibiliser justement par la prise de parole. Donc la semaine prochaine auront lieu diverses manifestations à cet effet. Et aujourd'hui, Bill, donc François, nous fait l'honneur de venir présenter l'art oratoire, de nous initier à l'éloquence et à la prise de parole. Donc je pense qu'il doit déjà râler parce que je n'arrête pas de dire mais bon. Voilà. Et donc Bill, alors qui est Bill? Donc vous le connaissez peut-être parce qu'il a été très médiatisé lors du Grand Oral de France 2, qui était un concours d'éloquence organisé à la télévision. Et Bill a gagné, suite à quoi il a sorti un livre qui s'appelle L'éloquence de la sardine, que je vous recommande vivement et dont il nous dira très certainement quelques mots. Et à côté, il me semble que Bill François est juste docteur en physique. Et donc, moi, je vais vous raconter comment est-ce que je l'ai rencontré pour vous montrer aussi que savoir parler, ce n'est pas que dans un cadre professionnel. En fait, je suis allée assister à l'enregistrement de l'émission, justement, du Grand Oral. Et en fait, Bill a vraiment percé l'écran. Hein, donc, j'ai flashé dessus. Donc, je suis allée le voir à la fin. Et puis, je lui ai pris son numéro. Et puis, voilà, du coup... on est devenus copains. Et donc, c'est voilà, pour vous montrer aussi que l'éloquence, ça peut vous aider dans d'autres sphères de votre vie. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Bill. Et puis, je le remercie infiniment, au nom de toute la Jeune Chambre économique française, de sa participation. Bonjour, tout le monde m'entend? Allô, allô, je sais pas si on m'entend, du coup, a priori, le micro est on. Ça marche. Ouais, c'est bon? Ok, super. Un grand merci Stéphanie de toute l'organisation de cet événement et de tout ce que tu fais pour la Jeune Chambre économique, ça a l'air vraiment super. Je suis très content d'être là avec vous et de vous faire une petite introduction à l'éloquence, on va dire. À l'éloquence et à la prise de parole en public, même si comme c'est en distanciel, on n'a pas vraiment de public. Alors, on va surtout parler prise de parole plus que de public, mais j'aurai quelques mots aussi sur comment gérer un public parce que c'est tout aussi important. Dans prise de parole en public, il y a prise de parole et il y a public et les deux choses sont importantes parce que c'est un peu comme le fond et la forme. On ne peut pas dissocier les deux. Mais là, comme on n'a pas le choix, on est en distanciel, on n'a pas vraiment la chance d'avoir le regard d'un public. Donc, on va quand même surtout se focaliser sur l'écriture et la parole, l'art de la parole. Alors, Stéphanie, dans le petit document qu'elle avait transmis aux participantes et aux participants, il y avait une question qui était qu'est-ce que vous attendez en gros de cet atelier? Donc, on a regardé bien sûr les réponses. Il y a eu plein de choses qui sont revenues tout le temps, notamment apprendre à maîtriser son stress, à avoir plus de sérénité, à parler plus aisément en public. Et c'est vrai que ça, c'est une grande peur de beaucoup de gens. Hein. C'est quelque chose qui fait peur, parler en public. Donc, on va revenir dessus aussi. Hein. On a eu aussi des gens qui voulaient apprendre à vendre, à pitcher, donc à mettre en valeur des idées, à communiquer par la prise de parole en public. Donc ça, c'est un autre aspect un peu différent. On y reviendra aussi. D'autres qui nous disaient apprendre à captiver son auditoire. C'est un peu plus général. Donc moi, ce que je vais faire, c'est essayer de vous donner quelques clés, quelques astuces, quelques tuyaux qui vous permettront peut-être de découvrir et d'avoir un autre regard sur la prise de parole en public, sur cet univers-là et sur le monde de l'éloquence. Donc, ce que je vais faire d'abord rapidement, c'est vous présenter le monde de l'éloquence. L'éloquence, c'est on va dire une propriété, presque un adjectif. On dit que quelqu'un est éloquent. C'est une qualité avant tout. Mais de cette qualité, on a fait une discipline, un art presque,
qui est matérialisé notamment dans les concours d'éloquence où on évalue cette discipline, hein, et où on fait ça pour le plaisir ou pour la carrière, pour les personnes qui espèrent devenir politicien ou avoir en tout cas un métier d'orateur où l'éloquence va être importante. Mais en vrai, dans à peu près tous les métiers et dans beaucoup de domaines de la vie, hors de la vie professionnelle aussi d'ailleurs, l'éloquence est très importante, hein. Donc c'est un peu spécial d'avoir quelque chose comme ça où il y a à la fois une qualité et ça devient une discipline où on évalue et où on fait des compétitions et des créations sur cette qualité. On retrouve ça dans un autre domaine quand même de la vie, c'est l'humour. Vous voyez, l'humour, on peut faire énormément de choses avec humour, de même qu'on peut faire énormément de choses avec éloquence, hein. On peut draguer, on peut commercer, on peut discuter, on peut même se parler à soi-même, enfin plein de choses qu'on peut faire avec humour ou avec éloquence. Et il y a aussi une discipline qu'on appelle l'humour, où on peut aller voir des spectacles d'humour, des plateaux d'humoristes, des scènes, des gens dont c'est le métier. Alors, pour l'éloquence, c'est donc important quand même de parler de la discipline. Alors, certaines personnes ici vont avoir un concours d'éloquence bientôt, si j'ai bien compris. Ça vaut le coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en lien avec votre concours d'éloquence dans le chat là ou plus tard sur les réseaux sociaux. Et j'avais dit à Stéphanie, hein, bien sûr, avec plaisir, je vous conseillerais sur les prestations que vous préparez, que vous souhaitez faire, etc. Mais donc, en gros, l'éloquence en tant que discipline, c'est des concours, c'est plusieurs fédérations en France qui organisent ça. Ça reste majoritairement étudiant, même si ça s'étend de plus en plus à d'autres domaines que le simple milieu étudiant. Il commence à y en avoir pour les personnes âgées, pour les prisons même, pour simplement monsieur tout le monde, dans des bars, dans des quartiers, dans des lieux de vie culturelle. Donc ça commence à s'étendre un peu à beaucoup de domaines et à prendre des formes de plus en plus variées. Au départ, il y a encore une dizaine d'années, ça n'était que des concours. Maintenant, il y a aussi des spectacles, des sortes de scènes ouvertes, des événements où on peut prendre la parole simplement pour le plaisir. C'est quoi un concours d'éloquence? Eh bien, c'est l'occasion d'être à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte. Ce qui est très sympathique parce que c'est pas ce qu'on fait en général dans du théâtre, par exemple, ou dans l'écriture. Dans l'écriture, on va écrire, mais la personne pour laquelle on écrit, avec un peu de chance, on la verra jamais, ou en tout cas, on la verra pas découvrir notre texte parce que la personne le lira séparément. Et puis dans le théâtre, bien souvent, on est l'interprète, mais du texte de quelqu'un d'autre. Donc là, le concours d'éloquence, on est à la fois l'auteur et l'interprète. Et c'est ça que je trouve personnellement passionnant. Et donc, si vous aimez le théâtre, mais que vous avez envie de plus de création d'écriture, ou si vous aimez l'écriture, mais que vous avez envie d'en faire quelque chose de plus vivant, de plus d'interprétation, eh bien, à mon avis, c'est un loisir, une activité qui est faite pour vous. Donc, ça vaut le coup. N'hésitez pas à contacter les différentes fédérations d'éloquence, à vous inscrire à des concours. Vous allez tout de suite rencontrer du monde dans ce milieu et avec qui vous pourrez faire les différents concours par équipe, tout seul, etc. Et c'est toujours assez convivial et assez sympathique. Du coup, je vous disais, dans l'éloquence, on est à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte, hein. Ça, c'est vrai en fait dans tous les domaines de l'éloquence, dans la vie aussi. Quand on parle, on est à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte. Alors a priori, c'est plus facile dans l'éloquence que quand on parle, parce qu'en plus, on a le temps d'écrire un petit peu le texte. En général, on a quelques minutes ou quelques jours ou quelques semaines pour préparer un discours. Donc dans un concours d'éloquence, a priori, c'est plus facile d'être éloquent que dans la vie de tous les jours. Pourtant, dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus éloquent que dans les concours d'éloquence en général. On est au maximum de l'éloquence possible dans notre vie de tous les jours, nous tous. Même les gens qui ont le plus peur au monde de parler en public, quand ils discutent avec leurs amis, quand ils vont acheter du pain,
quand ils vont à un dîner de famille, c'est les plus éloquents du monde, toujours, toujours, parce que, alors pourquoi, justement? Ça, c'est une bonne question. Et se poser cette question-là, ça donne déjà une des clés importantes de l'éloquence. Pourquoi est-ce qu'on est les plus éloquents du monde quand on se parle dans la vie de tous les jours et que par contre, quand on est devant un public, ça devient plus difficile? C'est pas une question hyper évidente, mais si on réfléchit bien, on va se rendre compte que c'est probablement lié à la nature de la discussion et au fait que quand on parle dans la vie de tous les jours, on est dans une discussion. Même si on parle tout seul, on se parle à soi-même. Et puis si on parle à d'autres gens, on est dans un échange. On attend une réponse. Et donc, on véhicule des idées et non des mots. Donc en fait, nos idées passent pas, on fait pas passer nos idées par notre cerveau pour se demander consciemment quels mots on va mettre sur les idées. Non, on a directement l'intention de dire un truc et puis on le dit. Passe-moi le sel, on ne se demande pas à l'instant d'avant si on va dire veuillez me passer le sel ou voulez-vous bien me donner du sel ou passez-moi le chlorure de sodium. Non, on se dit rien du tout, on a l'intention et directement on dit passe-moi le sel et là la question est la plus éloquente du monde à ce moment-là. Le souci, c'est que dans la prise de parole en public, préparée, ou appréhender, par exemple à un oral ou même si on n'a pas préparé la question parce qu'on ne sait pas quelle question on va nous poser, on appréhende, donc on a envie de faire des phrases et là on se met à construire des phrases et donc il y a à ce moment-là un décalage entre l'idée et la parole et par conséquent c'est pas naturel et comme c'est pas naturel ça sonne faux et comme ça sonne faux c'est gênant et du coup on est gêné et on a du mal à enchaîner de manière naturelle, on s'enfonce, etc. et c'est souvent ça qui finalement fait que beaucoup de gens sont gênés par la prise de parole en public. Alors comment faire pour éviter ça? C'est pas facile, mais ce qu'il faut, c'est vraiment essayer un maximum de parler au public. Et pour ça, en fait, il faut trouver le bon équilibre entre ses notes et sa spontanéité. Il y a des gens qui vont trouver la façon de bien parler dans ces cas-là en reproduisant les situations naturelles de la vie de tous les jours dans la situation où on parle à un public. Le public est notre interlocuteur, on va lui parler, il ne va pas répondre, mais il va pouvoir rire, réagir par un silence, par une respiration, par une sorte de mouvement invisible de la foule, par un regard. Donc on prévoit une sorte de réplique au public et on lui parle comme si c'était notre ami, une connaissance avec qui on discute. Ça, il y a certaines personnes pour qui ça marche très bien, facile, mais ça nécessite de faire de l'improvisation. Et à ce moment-là, de noter pas grand-chose, juste quelques idées qu'on a envie de dire, et puis ensuite, juste pour retenir les idées en fait, et puis la façon de mettre les mots sur les idées, on la laisse se faire spontanément, comme dans la vie de tous les jours. À ce moment-là, on peut être très très éloquent. La difficulté, évidemment, c'est que certaines personnes n'arrivent pas dans ces cas-là à faire des phrases à cause justement de l'angoisse, en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, face à quelqu'un qui ne nous angoisse pas, on y arrive toujours. Mais face à un public qui va nous angoisser, parce que c'est un concours, parce que c'est une foule, parce qu'on a peur de ça, c'est plus difficile de faire des phrases dans ces cas-là. Donc si on y arrive, ça c'est super. Si on n'y arrive pas, il faut trouver un autre équilibre. Alors l'autre équilibre, ça peut être l'extrême inverse, L'extrême inverse, c'est-à-dire d'avoir des phrases extrêmement écrites, extrêmement préparées, qu'on va livrer comme un acteur de théâtre au mot près, et donc on les connaît tellement bien qu'on va pouvoir travailler chaque mot, et ça va être naturel aussi, parce que c'est ce que font les très bons acteurs de théâtre. La difficulté là, c'est qu'il ne faut pas avoir à retenir. Il faut que ce soit tellement bien su que ça soit naturel, que ça coule de source, et qu'on puisse travailler chaque mot au moment où on le dit. Donc ça, c'est l'extrême inverse total, c'est-à-dire que au lieu de regrouper les idées et les mots, on va prendre des idées et des mots qu'on a regroupés auparavant et on va les livrer tout cuit. Ces deux inverses-là, ils fonctionnent, ça dépend des gens, ça dépend qui vous êtes et comment vous voulez faire votre discours. Et même, vous pouvez simplement faire une partie d'une façon et une autre partie d'une autre façon, selon
l'intention aussi que vous voulez y mettre. Si vous voulez commencer avec quelque chose de très familier, vous allez pouvoir le faire un peu en improvisation, en disant les idées au moment où vous les avez dans la tête. Et puis, ensuite, s'il y a quelque chose de très écrit, très lyrique, par exemple, que vous voulez dire, vous pouvez très bien le sortir par cœur, ou écrit sur un papier que vous allez lire, mais en faisant des pauses pour regarder le public, etc., évidemment. Mais vous pouvez sortir les idées et les paroles déjà reliées par cette autre méthode inverse. Et puis alors, évidemment aussi, si les deux extrêmes fonctionnent, les justes milieux fonctionnent aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien marquer une idée et puis quelques mots qu'on a envie de dire sur sa feuille, parce qu'on sait qu'on veut parler, j'en sais rien, de l'importance de l'Europe pour la paix, et qu'on veut aussi mettre une citation de Robert Schuman qui est écrite sur notre feuille, et donc on va livrer notre idée sur l'importance de la paix en improvisation, et puis la citation de Robert Schuman, on va la lire ou la citer par cœur, ou une phrase qu'on a un peu préparée avec certaines expressions, des éléments de langage qu'on a envie de dire. Voilà, tous les équilibres sont possibles. Ce qu'il faut, c'est trouver le sien, celui qui est le bon pour soi. Et ça, s'il y a vraiment un message qui est important, que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'éloquence et la prise de parole, c'est avant tout de trouver son propre style qui est important. Tous les gourous de la prise de parole, les profs d'éloquence, etc., ont chacun sa méthode pour essayer d'imposer quelque chose. C'est intéressant d'essayer de s'imposer des choses, des styles, etc., mais ça ne sera jamais aussi puissant que si vous trouvez celui qui vous correspond le plus. Un exemple typique, la plupart des profs de prise de parole et d'éloquence vont vous dire il faut tanker ses pieds au sol, vraiment planter les pieds, ne pas bouger les pieds et rester droit et ancré au sol pour livrer un discours. Et ça, c'est ce que 99% des gens vont toujours vous dire. Le problème, c'est que, et beaucoup de gens, je suis sûr, dans les gens qui écoutent aujourd'hui le savent, ça, c'est pas toujours très naturel. Il y a des gens pour qui c'est très naturel, puis il y a des gens pour qui, quand on parle, on a tendance à basculer un petit peu sur un côté, sur l'autre, à se mettre à osciller d'un pied sur l'autre, à se dandiner. Et donc, il faut réprimer cette envie naturelle de faire ça si on veut livrer un bon discours selon les règles qu'on nous a dites du coup. Il faut se forcer à planter ses pieds au sol. En fait, non, ça dépend. Ça dépend. Peut-être si vous vous forcez à ce moment-là à planter vos pieds au sol, vous allez effectivement gagner beaucoup d'assurance et vous allez pouvoir faire quelque chose de formidable. Mais peut-être aussi que si vous suivez votre mouvement jusqu'au bout et que, au lieu de réprimer une sorte de petit balancement, vous y allez à fond et vous vous laissez emporter dans un immense mouvement qui soutient vos paroles, parce que du coup c'est naturel, donc ça suivra vos propos, eh bien peut-être que vous allez pouvoir apporter beaucoup plus de force à vos propos grâce à la naturalité même de ce mouvement. Donc même des règles comme rester planté au sol, en fait non, ça dépend des gens. On peut lister évidemment plein de règles classiques et importantes, Ça vaut le coup toujours d'essayer de suivre ces règles, mais ça vaut encore plus le coup de voir aussi comment vous le sentez en essayant de les suivre. Qu'est-ce que vous sentez qu'il y a de naturel ou pas dans ce que vous faites, et à ce moment-là, de travailler peut-être dans un autre sens, en essayant de sublimer le mouvement naturel. Et j'irais même jusqu'à dire, y compris éventuellement même un tic de langage. Il vaut mieux faire des phrases avec plein de tics de langage, et Stéphanie rigolait qu'elle disait un petit peu tout à l'heure. Il vaut mieux dire plein de et bien parler comme nous parlait Stéphanie tout à l'heure, qu'essayer de ravaler tous ces et se forcer à faire des phrases toutes faites magnifiques, et ça sera complètement artificiel dans ces cas-là. Donc, bien sûr, ça peut être formidable de se débarrasser d'un tic de langage. C'est tout un travail sur le long terme qui peut porter ses fruits. Mais c'est pas du tout indispensable, et il y a des gens avec plein de tics de langage qui parlent extrêmement bien. Donc, c'est pas pour faire de la démagogie du tout que je dis ça, c'est parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose de très important. Donc, si on doit lister quelques points au niveau de la forme,
et quelques règles de base de l'éloquence, parce qu'il y a peut-être quand même des gens qui sont venus pour ça, pour avoir des astuces de base et pas des réflexions philosophiques sur comment trouver sa propre voix et sa façon d'être soi-même quand on parle. Si on doit lister des règles de base, évidemment, la première, c'est de parler assez fort. Et quand vous êtes devant un public, là, on ne peut pas le faire parce qu'on est en distanciel, mais essayez à l'occasion de parler le plus fort possible et de demander aux gens qui vous écoutent si pour eux, c'est trop fort. Et en fait, dans 100% des cas, je vous garantis, ce ne sera pas trop fort. Parce que quand on est dans une salle, on ne peut pas parler trop fort. Simplement, le fait de parler nous limite. Et même si on crie, c'est rarement trop fort pour la salle. Plus la salle, en plus, va être remplie, moins ça va être fort. C'est super important de parler aussi fort qu'on le peut. Et ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment moyen de trouver son style autrement, dans la mesure où si vous ne parlez pas assez fort, on ne vous entend pas. Et donc, c'est quand même toujours plutôt mauvais. Donc, essayez de parler le plus fort possible, c'est hyper important. S'il y a un moyen de trouver un style un peu différent dans ces cas-là, c'est d'avoir un micro. Si vous avez un micro, là, vous pouvez tester des façons de parler pas fort, ce qui va faire qu'au niveau de la vision, en fait, du visuel, on verra quelqu'un qui parle très calmement et on entendra quand même une voix assez forte parce qu'il y aura le micro. Donc ça peut être un effet intéressant si vous avez un micro. Mais sans micro, on ne parle jamais assez fort et il ne faut pas l'oublier. Ensuite, les silences et la force des silences, il ne faut pas la sous-estimer, c'est tout aussi important que les mots, les silences. Notamment les silences au début, avant de commencer à parler. Trouver le bon moment où commencer à parler, c'est la garantie de démarrer sur une bonne dynamique avec le public. Le silence, en fait, c'est la réplique de votre public. Si vous posez une question rhétorique, à quoi sert tout ça? Le silence, c'est le moment, le temps que va avoir le public pour répondre. Et donc, c'est extrêmement frustrant pour le public si ce silence, il n'est pas assez long. Parce que c'est comme si on leur avait coupé la parole. Donc, c'est important de très bien doser les silences. En particulier, au début, avant de parler, pour laisser au public le temps d'adapter son regard, quelque part de nous dire bonjour, même s'ils ne vont pas forcément le dire, mais c'est leur réplique silencieuse, la réplique silencieuse du public. Après des phrases importantes, pour marquer des points importants, et en plus pour vous permettre aussi de réfléchir à la suite de la phrase ou de poser les yeux sur vos notes pour essayer de retrouver où vous en êtes et de rattraper la bribe de phrase que vous voulez lire sans avoir l'air de la lire. Le silence, il vous aide toujours. On parle jamais trop fort, on parle à peu près jamais trop lentement non plus. Et plus on va faire des silences, plus on va parler lentement, plus on va avoir le temps de bien se concentrer, de bien poser ses paroles. Donc, le silence, c'est très important aussi. Un troisième point qui me paraît assez important, après le volume sonore et le silence, c'est ce que je vais appeler l'assaisonnement des mots. C'est-à-dire accentuer différents mots. Alors, c'est encore plus vrai quand on lit, mais c'est vrai aussi quand on parle. Selon comment on va accentuer certains mots, une même phrase peut prendre un sens totalement différent. Et en fait, c'est là que la parole, la forme de la parole, va ajouter du fond à ce qu'on va dire. Si par exemple, j'écris une phrase comme « Hier, j'ai mangé une pomme », cette phrase, en soi, elle n'a que le sens qu'on a écrit. Tant qu'elle est juste à l'écrit, ça veut juste dire qu'hier, j'ai mangé une pomme. Et il n'y a pas plus d'informations que ça dans cette phrase. Mais si je la lis, la phrase, eh bien, je vais pouvoir accentuer des mots, ce qui est totalement impossible de faire à l'écrit avec cette même phrase. On ne peut pas souligner ou surligner un mot, enfin, on peut le faire avec Word ou PowerPoint ou j'en sais rien, mais a priori, dans les règles classiques de l'écriture, on n'a pas cet outil-là. Dans la parole, on va l'avoir. C'est-à-dire que si je décide d'accentuer un mot, n'importe lequel de la phrase, je change radicalement tout le sens de la phrase et j'ajoute une dimension supplémentaire au sens de cette phrase. Si je prends la phrase « hier, j'ai mangé une pomme » et que je décide par exemple d'accentuer le mot « hier », eh bien, ça devient « hier ».
j'ai mangé une pomme. Et donc là, on se doute que l'important, c'est que c'est hier, c'est pas aujourd'hui. Et donc, cette phrase sous-entend peut-être qu'aujourd'hui, j'ai mangé autre chose ou que demain, je mangerai une autre pomme ou j'en sais rien. Mais ça change le sens. Si j'accentue le mot « j'ai », pareil, hein, ce sera « hier, j'ai mangé une pomme ». Là, c'est moi qui me vante, qui frime ou qui, en tout cas, accentue le fait que c'est moi qui l'ai mangé. Et si j'accentue le mot une, eh ben, ce sera pareil. Hein, ce sera hier, j'ai mangé une pomme. Hein, et là, j'accentue le fait que j'en ai mangé qu'une. Donc, la deuxième, c'est pas moi qui l'ai mangé. C'est peut-être mon frère ou le chien, mais c'est pas moi. Et donc, ça change radicalement le sens d'une phrase. Et on peut continuer hein, avec le mot pomme, etc. Hein, tous les mots, quand on accentue les mots, ça va changer et donner du relief aux phrases. Et ça, on le fait souvent dans la vie de tous les jours, hein, parce que si effectivement on vous accuse d'avoir mangé les 2 pommes la veille, et ben vous n'allez pas dire « hier j'ai mangé une pomme », vous allez dire « oh, hier j'ai mangé une pomme ». Vous voyez, on le dit dans la vie de tous les jours. Et ben dans l'éloquence, il faut essayer de retrouver ce genre de choses, de penser à accentuer des mots, et ça, c'est assez facile de le faire même artificiellement en fait. Vous prenez un texte que vous souhaitez lire, artificiellement, vous décidez d'accentuer les mots, et même si vous voulez, de manière complètement artificielle, vous vous dites j'accentue un mot sur 3, ou un mot sur 2, ou un mot sur 4, ou vous soulignez ceux que vous voulez accentuer, ça va donner tout de suite un relief à votre texte. Alors, l'idéal, c'est évidemment de donner un relief qui donne du sens. Mais si on donne un relief quelconque, c'est déjà bien, ça donne une vie, une respiration au texte, un deuxième souffle qui est super important. Donc ça, c'est le 3e point au niveau des petites astuces de forme que je voulais vous dire, c'est ne pas hésiter à accentuer des mots. Alors, est-ce que certaines personnes ont des petites questions? Là, je regarde rapidement les questions qu'il y a, surtout si vous avez des questions ou des choses que vous voulez qu'on voit ensemble, n'hésitez pas. C'est le moment, vous pouvez les poser sur le chat ou marquer sur le chat que vous avez envie d'en parler ensemble et à ce moment-là, on vous donne la parole et puis on en discute là. Prenons quelques minutes pour faire ça s'il y a des questions particulières, des envies. Comme ça, je sonde un peu ce que vous avez envie de voir. Et sinon, pour vous spoiler la suite, on va parler d'écriture, de comment concevoir un discours, comment le construire. Voilà, donc par la suite, on va parler d'écriture. Ok, alors on a quelques questions qui arrivent. Allez-y, on se donne 3 minutes pour poser des petites questions. Et aussi, s'il y a des gens qui ont envie de tester un bout de discours ou un exercice dont je parle, hein, de prise de parole, qui ont envie de le tester là pour que, de manière très bienveillante, hein, mais tous ensemble, on puisse regarder ce que la personne fait et lui donner un avis dessus, lui suggérer des pistes pour s'améliorer ou voir ce que la personne fait de bien pour que les autres puissent s'en inspirer. N'hésitez pas, c'est aussi le moment, c'est aussi votre moment. Donc si vous voulez parler en public maintenant, pendant cette séance, vous pouvez aussi le manifester. Si par exemple l'exercice où je vous dis prendre un texte et accentuer des mots, ça donne du sens, vous avez envie de le tester et vous avez envie de le tester et qu'on en parle tous ensemble, vous pouvez là le manifester sur le chat et on vous donnera la parole. Et tous ensemble, eh bien, on vous écoutera et on donnera des avis. Donc, n'hésitez pas, ça peut être aussi intéressant de faire ça maintenant. C'est l'occasion. Si tu veux, Bill, je peux relayer les questions posées sur le chat. Oui, je les vois, hein, les questions du chat. Tu les vois? Il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est comment rattraper son flow quand on perd le fil de sa pensée, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Oui, il y a plein de questions super intéressantes. Elles sont toutes très intéressantes. Déjà parce qu'elles vous intéressent vous, donc c'est la preuve que c'est des questions importantes et on va y répondre et c'est des bonnes questions sur la prise de parole. Donc, s'il y a d'autres questions tout à l'heure, on refera une petite pause questions, mais là je vais déjà répondre à celles qui ont été posées. On va les répondre dans l'ordre, du coup on finira par le flow. Mais on commence donc,
Marion qui nous demande dans l'art oratoire, notamment dans le cadre de concours d'éloquence, quelle est la part d'improvisation versus la part de préparation. Alors ça reprend un petit peu ce que je disais au début sur comment faire pour arriver à parler dans l'éloquence, dans un concours d'éloquence, de la même façon que dans la vie de tous les jours. Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de ce qui vous met le plus à l'aise. Mais si vous voulez arriver à parler de manière très très naturelle sur scène, il y a plusieurs façons extrêmes de le faire, soit en ne notant quasiment rien que les idées pour que les idées et les mots viennent en même temps d'un seul coup par votre intention de parler. Donc vous marquez juste Europe et puis vous allez dire ce que vous avez envie de dire sur l'Europe, ou ici parler de la peine de mort et vous allez parler parce que vous savez un peu ce que vous avez envie de dire et vous allez le dire naturellement à ce moment-là parce que les idées et les paroles sortiront naturellement comme quand on dit passe-moi le sel dans la vie de tous les jours. Soit vous allez adopter la stratégie inverse, si ça vous met pas à l'aise et donc vous allez préparer à fond les mots et ce que vous avez envie de dire, toutes les tournures de phrases, vous allez les bosser de votre côté, avec des amis, devant un miroir, tout seul, dans votre tête, comme vous voulez. Mais donc, vous allez livrer un résultat qui sera comme un acteur de théâtre, au contraire, qui connaît très bien son texte, tellement bien qu'il en vend chaque parole de manière très fluide et de qualité. Et puis, toutes les intermédiaires sont possibles aussi, de marquer que quelques bribes de phrases, quelques mots, quelques éléments de langage. Donc ça, au niveau part de préparation versus part d'improvisation, à vous de trouver l'équilibre qui vous correspond. Maintenant, je pense que ce qui est important dans la préparation, c'est quand même d'avoir un discours structuré pour un concours d'éloquence, donc d'avoir la structure de votre discours absolument en tête, savoir par quoi vous allez commencer, l'ordre des différentes choses que vous allez dire, comment vous allez finir, à quel endroit vous allez mettre vos différents arguments, vos différentes blagues, etc. Ça, c'est quand même très important de savoir où vous allez, où vous faites des transitions, quelles transitions vous faites, quelle partie, quelle structure. Et on parlera un peu de comment faire ça tout à l'heure, sur l'écriture du discours en lui-même. Mais ça, c'est la chose à préparer, c'est ça, c'est la structure. Après, pour ce qui est des mots, tout dépend ce que vous voulez faire. Évidemment, si vous voulez faire des alexandrins, il vaut mieux les préparer a priori un petit peu à l'avance, ne serait-ce que pour avoir les rimes. Mais si vous voulez juste parler de manière très naturelle, il n'y a pas forcément besoin du tout. Enfin, une chose assez utile et importante en concours d'éloquence, qui peut être une très bonne astuce, c'est que c'est super bien vu de rebondir sur ce qui s'est passé dans l'instant même, au cours du concours lui-même, ce qu'ont dit vos prédécesseurs, les conneries qu'ont dit le jury au moment de leur discours d'introduction, ou le présentateur, ou s'il y a, je ne sais pas, un néon qui marche pas dans la salle, ou quelqu'un qui est arrivé en retard, ou quelqu'un dont le micro n'a pas fonctionné, ou toutes ces petites choses-là, de les reprendre et de les citer, ça ancre votre discours dans l'instant. Alors, c'est pas vraiment de l'improvisation pure, parce que vous pouvez le préparer quelques minutes avant de passer. Mais ça ancre votre discours dans l'instant, ça le rend beaucoup plus vivant et naturel, parce que, encore une fois, ça le rapproche d'une vraie discussion. Comme c'est quelque chose que tout le monde a vu, ça met tout le monde impliqué dans ce que vous dites. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Bien sûr, si vous avez plus de questions par rapport à ce que j'ai répondu, n'hésitez pas à me dire aussi, et comme ça, on pourra rebondir dessus. Donc, sur la part d'improvisation versus la part de préparation. Ensuite, des astuces pour retenir les textes plus facilement et plus rapidement. Ça, c'est une question qu'il faudrait surtout poser à des comédiens qui, eux, apprennent énormément de textes et qui sûrement ont plein de techniques mnémotechniques pour les retenir. Moi, je peux vous conseiller d'aller voir la méthode des loci, ou méthode des lieux. Loci, ça veut dire les lieux au pluriel en latin. Donc, la méthode des lieux qui permet de retenir des textes, pas forcément au mot près, mais l'enchaînement des idées, et c'est ça qui est le plus important en général, donc qui permet de retenir des enchaînements d'idées en se souvenant de lieux dans une maison, par exemple une maison qu'on connaît en général, ou
ou un jardin ou une ville, en tout cas un endroit qu'on connaît dans lequel on se déplace. Et à chaque fois qu'on se déplace dans une nouvelle pièce de la maison ou dans une nouvelle rue de la ville, hein, on regarde vers l'avant la partie suivante qui est dans la pièce suivante, la partie qui est dans notre pièce, qu'on regarde dans notre pièce, et la partie d'avant qui est dans la pièce derrière, d'où on vient. Et à chaque fois qu'on se déplace, on regarde notre nouvelle partie, on est dans la pièce numéro 3, on observe notre troisième partie, notre troisième idée, et on regarde dans la pièce numéro 4 la quatrième idée, dans la pièce numéro 2 la deuxième idée, et on se balade dans la maison en se figurant ça dans sa tête. Et c'est super bizarre, mais ça marche vachement bien. Donc en faisant cette espèce de voyage spirituel, ça prend 10 minutes, mais en 10 minutes, l'enchaînement des parties, il restera dans votre tête pendant plusieurs jours. Et c'est assez efficace, et sur Internet, ils expliquent comment le rendre encore plus efficace par plein d'astuces. Donc voilà, j'irai pas plus loin là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un truc très spécialisé théâtre, mais retenir les textes plus facilement, plus rapidement, c'est une façon efficace. Après, n'hésitez pas aussi, si c'est difficile pour vous, à utiliser des notes. Il n'y a aucun concours d'éloquence, à ma connaissance, qui interdise les notes, ou en tout cas, c'est très rare. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi des notes et à travailler le fait de jeter intelligemment un œil sur ces notes tout en pouvant parler au public. C'est surtout ça qui est important. Utiliser un silence pour regarder ce qui avait marqué et pour ensuite le dire tout d'un seul coup au public. Ensuite, comment bouger sur scène s'il faut bouger? Alors, on a dit tout à l'heure que ça aussi, c'est une règle. Souvent, les gens vont vous dire ne bougez pas du tout, il faut rester les pieds plantés au sol, derrière son pupitre ou droit devant les gens. Et ça marche bien de faire comme ça, mais on peut aussi bouger et ça peut être très bien. Tout dépend de vous, de qui vous êtes, de comment vous le sentez, de votre énergie du moment. Et l'essentiel, c'est que le mouvement suive votre texte. Et ça, c'est vrai pour vos mouvements sur scène, que ce soit des mouvements de bras, des mouvements de pieds, de marcher sur la scène comme font les humoristes, et aussi pour vos mouvements de regard. Parce que vous allez regarder des personnes dans le public pour avoir un contact de regard avec eux. Et pour ça, il ne faut surtout pas regarder la masse du public dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas regarder tout ça d'un coup, c'est trop grand, donc on aurait l'air de regarder dans le vide. Il ne faut pas non plus regarder tout le temps la même personne, et il ne faut pas non plus aller trop vite d'une personne à l'autre, parce que sinon ça donne l'impression d'un regard un peu fuyant qui balaye, mais qui effleure en fait, et qui ne prend jamais le contact visuel avec les gens. Et ça, c'est assez désagréable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder une personne quand on lui donne une idée. Et ensuite, quand on change d'idée, on regarde une autre personne, et on prend contact visuel avec cette personne. Et ensuite, quand on change encore d'idée, on regarde encore une autre personne, puis une autre, quand on change encore une fois d'idée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En prenant des personnes aux quatre coins de la salle, comme ça, les gens qui sont au fond, à droite, en haut, en bas, à gauche, etc., vont tous se sentir regardés, et vous allez très vite avoir vos appuis dans le public. Des gens qui ont l'air sympas, qui rigolent à vos blagues, qui réagissent, et que vous avez plus de goût à regarder que les autres, et ça va vous permettre d'avoir un appui en haut, un en bas, un à droite, un à gauche, un au milieu, et vous allez aller et venir entre ces différents appuis, et ça va vous permettre de parler à tout le monde en ne parlant en fait qu'à quelques personnes à la fois, mais en leur parlant vraiment, en les regardant et en prenant un contact visuel. Donc là, je m'éloigne un peu de la question comment bouger en parlant du regard, mais parce que le mouvement, ça va être un peu la même chose. Je disais, on change de personne quand on change de propos, quand on change de proposition de phrase ou quand on change simplement d'idée à dire. Et ben pour le mouvement, ça va être pareil. On va pouvoir avancer en disant quelque chose et puis d'un coup, on s'arrête pour dire autre chose et puis on recule pour dire encore autre chose, on bouge pour en dire une autre, etc. Il faut que ça suive naturellement notre propos et pour ça, il faut un peu se laisser emporter. Et on peut s'entraîner en se laissant emporter par ce qu'on dit pour voir un peu où ça nous mène et pour ensuite le faire de la façon la plus naturelle possible et la plus belle au niveau esthétique oratoire. Ça, c'était comment bouger. Comment contenir son émotion sur un sujet particulier. Alors déjà, est-ce qu'il faut contenir son émotion? Ça dépend. Ça dépend parce que ça peut être très bien aussi de faire un discours avec beaucoup d'émotion. Et souvent, dans un concours d'éloquence, on vous imposera un sujet sur lequel, a priori, vous n'aurez pas vraiment d'émotion.
Donc, il va falloir feindre l'émotion ou s'auto-stimuler pour créer une émotion en vous, tellement vos paroles seront belles que vous finirez par y croire et que vous finirez par être ému de votre propre truc, même si le sujet était « vaut-il mieux boire du thé que du café ?» hein. Donc, contenir son émotion, ce n'est pas forcément nécessaire. Au contraire, parfois, il faut l'amplifier. Si maintenant vous avez une émotion trop forte qui vous vient sur un sujet, parce que c'est un sujet qui vous touche trop et que vous voulez essayer de la réduire, de la masquer, à ce moment-là, ça va peut-être être plus dans la façon de parler. Hein. C'est assez rare que ça arrive, hein. Mais essayez de vous focaliser sur les mots. Pareil, un peu comme un acteur de théâtre, parce que finalement, quand vous... Là, c'est peut-être ce qui vous donne l'émotion, sera peut-être que les idées et les mots sont trop proches et que du coup, vos idées sont trop fortes pour vous et vous dépassent et vous empêchent d'avoir les mots. Donc à ce moment-là, essayez de préparer un peu peut-être plus les phrases pour être focalisé sur les mots et vous mettre un peu dans la peau d'un acteur et du coup, ce sera un peu moins naturel, mais comme ça, vous aurez moins d'émotions. Mais en général, il vaut mieux avoir plus d'émotions que moins, hein. C'est assez rare, à part si vraiment c'est un sujet qui vous fait pleurer ou qui vous noue la gorge, ce qui peut arriver, hein, mais c'est rare. Sinon, il vaut mieux quand même avoir de l'émotion pour la transmettre. Ensuite, une technique anti-stress avant de prendre la parole. Ça, chacun a la sienne. Moi, en fait, j'ai pas de technique personnellement infaillible pour ça, mais je me mets vraiment dans l'esprit de parler au public avant de prendre la parole et j'essaye d'être positif, de visualiser positivement l'interaction avec le public, d'imaginer qu'ils vont rire aux premières blagues, de les imaginer en train de réagir. Comme ça, déjà, j'imagine leur réplique et ça permet de leur laisser le temps d'avoir une réplique et c'est assez important. Mais en fait, chacun a sa technique et ça, il y en a plein d'autres. La respiration, certaines personnes ont besoin de bien respirer avant de prendre la parole. Il y a plein de techniques. Une qui est importante, c'est quand même le silence. Doser le silence au début, au bon moment, faire un silence suffisamment long et le silence n'est jamais trop long. Il va toujours vous paraître très long parce que vous êtes stressé et que donc on a l'impression que le temps défile hyper vite et que 3 minutes se sont écoulées quand il s'est écoulé que quelques secondes. Mais le silence, en vrai, pour le public, il sera jamais trop long. Donc faire un long silence pour capter l'attention du public, c'est assez utile. Comment rattraper son flow quand on perd le fil de sa pensée? Alors, ça c'est vrai que c'est une question assez délicate, assez intéressante parce qu'elle arrive assez souvent. Dans un concours d'éloquence, a priori, vous aurez des notes. Donc il suffit que vos notes soient suffisamment bien écrites avec des couleurs ou écrits gros, des espèces d'astérisques ou en soulignant. Et comme ça, vous saurez où sont les différentes parties et vous rattraperez le flow. De même, dans l'écriture, si votre discours est bien écrit et qu'il y a des transitions qui sont bien faites, vous trouverez facilement où vous en êtes, en fait. Et ça ne sera pas du tout un problème. Maintenant, si vous vous mettez vraiment à parler et que vous êtes emporté un peu par le fil de votre pensée, vos paroles, et que d'un coup, vous ne savez plus du tout comment faire pour terminer tout ça, eh bien, à la fin d'une phrase, ralentissez. Ralentissez déjà, ça vous donne le temps de réfléchir, et puis faites des pauses, faites des silences. Vous pouvez très bien faire un silence, le temps d'aller regarder sur vos notes, essayez juste de le caler à un bon moment, vous dites un truc un peu important, posez une question rhétorique, et puis silence, et là, pendant que le public réfléchit, répond à la question en silence, et bien vous retrouvez vite fait où vous en êtes. Donc ralentir déjà, ça permet de moins perdre le flow, et le silence vous permet souvent de le rattraper. Après, si vous avez complètement oublié où vous en êtes, pareil, c'est comme le silence du début. Pour vous, ça va vous paraître énorme, ça va vous paraître durer un quart d'heure, ça va être un moment très long et difficile. Le public, en revanche, ne s'en rendra pas compte. Absolument pas. Il l'aura quasiment oublié l'instant d'après. Donc, vous pouvez même dire, excusez-moi, je m'y perds, c'est l'émotion, ou trouver une pirouette comme ça pour le dire, et puis prendre 5-10 secondes pour retrouver où vous en êtes, reprendre, même recommencer un petit bout de partie, personne ne s'en apercevra que vous.
Pour vous, vous aurez l'impression que c'est terrible, mais si vous l'avez déjà entendu et écoutez-le quand d'autres gens le font, vous vous rendrez compte qu'en tant que public, ça ne nous fait aucun effet et du coup, a priori, ça vous fera pas beaucoup d'effet non plus pour vous vis-à-vis de votre public. Donc, c'est pas dramatique, il faut se dire que ça ne tue pas et donc continuer. En fait, avoir perdu le flow, c'est jamais grave. Ensuite, on va voir les dernières questions, on va les faire maintenant. Du coup, après, je vous dirai rapidement quelques mots sur l'écriture. Et ensuite, on continuera cette discussion sur les réseaux sociaux, etc. Si vous avez des dernières questions, c'est donc le moment de les poser. Hein. Donc, dans le cadre d'improvisation, discours que l'on doit tenir par obligation et non par ce qu'on y pense, comment avoir un air sérieux, naturel dans ce type de discours? Alors ça, il faut le surjouer, hein, simplement. Pour avoir l'air, pas forcément trop naturel, mais avoir l'air dedans. Et plus, en fait, on vous force à avoir un sujet qui, du coup, peut être un peu con ou un peu à côté de la plaque par rapport à vos convictions, plus en le surjouant, ça peut même ajouter un effet comique et ça passera bien. Donc, il faut le jouer à fond, il faut se mettre à fond dans ce rôle, comme un enfant qui joue, en fait, et c'est ce qu'on dit souvent aux gens qui font de l'impro, hein. Faut être comme un enfant qui joue. Un enfant qui joue aux cow-boys et aux indiens, quand il se fait tirer dessus par le cow-boy et qu'il meurt, il est tellement dedans que c'en est tragique. Il se roule par terre, il crie. Et quand il a peur que le méchant l'attrape, il a vraiment peur. Il ressent l'émotion, alors que c'est complètement inventé, c'est un jeu. Mais les enfants, quand ils jouent, ils sont dedans. Bah, il faut être pareil. Il faut arriver à briser toutes les conventions sociales qui nous imposent d'être sincère, d'être modéré, d'être tempéré dans ce qu'on dit, etc. Non, quand vous faites un discours, vous y êtes à fond. Et même si vous devez défendre qu'il faut interdire les carambars, eh ben, il faut y aller à fond. Et comme si c'était énorme. Et c'est comme ça que vous ferez quelque chose qui marquera le public et qui sera drôle, qui sera original et qui sera vivant. Donc ça, voilà. Et donc pas avoir peur d'en faire trop. Et en fait, en faisant ça, en se mettant dans cet esprit-là, en se disant mais je veux interdire les carambars, je suis un affreux dictateur qui veut interdire les carambars et donc je vais y aller à fond comme ça, et bien dans l'écriture de votre texte, en fait, vous trouverez des super idées, même si ce n'est pas les vôtres que vous êtes pour les carambars, mais vous trouverez des super idées qui vous permettront d'être encore plus à fond dans votre discours et c'est ça qui vous donnera l'air naturel, sérieux sur ce que vous dites. Hein. Voilà. Pour répondre à cette question-là. Ensuite, on nous demande, j'ai entendu dire que le silence pouvait durer jusqu'à 7 secondes avant qu'il ne devienne gênant. C'est long, 7 secondes. Oui, c'est très long, 7 secondes. Et en fait, essayez de faire un silence de 7 secondes, ça va vous paraître durer 3 minutes devant un public. Donc, franchement, vous pouvez, sans problème, vous n'avez aucune limite. Vous n'arriverez jamais à un silence trop long. Donc, l'idéal, c'est de voir le silence comme une réplique du public. Donc on arrive, les gens sont un peu en train de papoter, etc. On monte sur scène, on pose ses notes, son stylo, on se pose soi-même. Et là, on regarde les gens, on attend le silence. Et le silence peu à peu s'installe. Et c'est ça la réplique du public, c'est ce silence. Et ça va mettre quelques instants à arriver. Et au moment où le silence culmine, où on sent que vraiment le public est au maximum d'attention, c'est là qu'il faut parler. Et en général, l'attention ne fait que croître. On n'arrive jamais au pic où ça redescend. Parce qu'on n'attend jamais assez longtemps. Il faudrait attendre 7 secondes et arriver à un silence gênant ou même attendre encore plus en général. Et ça n'arrive jamais. Donc, l'attention, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment, on se dit, c'est bon, ils sont assez attentifs, je commence. Et on choisit de commencer là. Mais en fait, on aurait attendu un peu plus, ils auraient sans doute été encore plus attentifs. Mais il faut arriver à ce que le niveau d'attention du public soit satisfaisant pour vous au moment où vous commencez. Et là, vous aurez des gens qui vous écoutent et c'est bien parti. Alors, pour finir rapidement avec quelques mots sur l'écriture. Parce que c'est ça qui est super important. Là, on a parlé beaucoup finalement de forme, hein, parce que visiblement, c'était les questions qui vous tracassaient le plus. Mais l'écriture en elle-même, le fond, va beaucoup pouvoir vous aider sur la forme. Ce qu'il faut, c'est avoir un discours bien structuré.
Et pour ça, il faut savoir quelles idées on veut mettre en valeur, décider lesquelles seront nos différentes parties, nos différents blocs, nos différents arguments. Alors, je ne vais pas vous dire d'en faire obligatoirement 3 ou 2, parce qu'on peut très bien en faire 1 ou 4, et ça peut très bien faire un bon discours aussi. Mais simplement, séparez bien les parties selon les idées pour que la structure soit bien claire pour vous avant tout. Et dans ce cas, elle le sera aussi pour le public. Les transitions, c'est important de faire des bonnes transitions naturelles entre les parties, mais si l'enchaînement de vos idées il est clair et que vous savez résumer chaque partie en une phrase, les transitions, elles vous viendront naturellement. Ce sera le lien logique entre les parties et ce sera facile à faire. Ce qui est difficile, c'est le tout début, d'arriver à trouver une accroche, ça c'est très important, qui soit originale, qui capte bien l'attention du public, par exemple avec un mot qu'on va dire, on va dire 12%. 12%. 12%, c'est le chiffre de... Et là, vous voyez, ça par exemple, ça fonctionne bien, mais le problème, c'est que comme ça fonctionne bien, beaucoup de gens utilisent cette technique, donc évidemment, il faut s'adapter et essayer d'utiliser autre chose. C'est ce qui fait toute la difficulté des stratégies en concours d'éloquence aussi, c'est de se démarquer. Hein. Trouver des accroches différentes, ça c'est assez difficile, et trouver des ruptures de ton, c'est-à-dire faire des passages qui vont peut-être être comiques, mais d'autres qui à ce moment-là seront sérieux, ou lyriques, ou tragiques, ou explicatifs, changer de ton au cours d'un même discours. C'est hyper important de faire ça, parce que ça réveille l'attention du public. Et donc, changer de tonalité, ça réveille l'attention. Si vous faites que un sketch comique, même si en général c'est ce qui marche le mieux de faire de l'humour, eh ben, au bout de 8 minutes de sketch comique, les gens, peut-être, ils vont quand même décrocher parce qu'il y en a qui n'étaient pas venus pour ça et que, à part si le sketch est vraiment extrêmement bon, ils vont en avoir marre. Et de même, si vous faites 8 minutes de tragique, ça va plus les émouvoir au bout de 8 minutes. Donc, il faut changer de ton, faire des ruptures qui vont surprendre, qui vont émouvoir, qui vont interroger et qui vont, dans tous les cas, réveiller le public. Ça, c'est important. Donc, vous avez une accroche, vous avez des ruptures de ton, des parties avec une bonne structure, une conclusion qui s'envole ou avec un trait d'esprit ou qui résume bien ce que vous avez dit et qui termine quand même en beauté. Vous avez tous les ingrédients pour faire un bon discours. Tous les ingrédients sauf l'assaisonnement, le sel. Le sel, ça va être quoi? Ce qui va donner le goût de votre discours. Ce qui va donner le goût de votre discours, eh bien, c'est le cadeau gratuit que vous allez mettre dans vos différentes parties. Les humains aiment les choses gratuites. On adore ramasser des petits stylos dans les hôtels ou piquer les carnets de post-it ou les petites pochettes de sel et de poivre à la cantine. Dès que c'est gratuit, même quand c'est des trucs complètement merdiques, on est attiré par ces choses-là. Parce que c'est gratuit, parce que c'est un cadeau. Et ben, dans votre discours, c'est important de mettre aussi des cadeaux. Pas des choses complètement merdiques, hein, mais des choses qui soient un cadeau pour l'esprit de celui qui écoute et qui va donc inciter la personne à écouter pour trouver les cadeaux. C'est quoi les cadeaux dans un discours? C'est principalement 2 choses. L'humour, parce que le cerveau humain adore rire et qu'on aime les blagues. Donc s'il y a plein de petites blagues dans votre discours, ou même que quelques-unes, mais de qualité, et bien, la personne qui vous écoute va chercher à écouter pour trouver les blagues. Et donc, on va avoir beaucoup plus de plaisir à lire l'histoire à cause des blagues. Une bande dessinée d'Astérix, vous retirez les blagues, c'est pas sûr qu'on lirait juste pour l'histoire. Parce qu'en fin de compte, on s'en fout de savoir s'il bat les Romains ou pas à la fin. Ce qu'on veut, c'est tous les jeux de mots qui sont cachés dans le texte, c'est toutes les plaisanteries, les petites références historiques, politiques, etc. Dans un discours, c'est pareil. Les petites goodies comme ça d'humour, c'est très important. Il y a un autre truc qui marche aussi, comme cadeau, c'est les références. Au sens, quelque chose où vous allez apprendre un truc de culture générale à votre public. Et s'il le sait déjà, bah, tant mieux, il va se dire « Waouh, je suis super intelligent, tellement intelligent que l'autre aussi qui est intelligent, il est aussi intelligent que moi, il cite le même truc » et ça va flatter la personne qui vous écoute. Et puis si la personne ne le sait pas, eh ben, ça va lui apprendre quelque chose, ce qui est aussi un grand plaisir. La personne va rentrer chez elle
avec ce bagage culturel qu'il pourra raconter le soir à sa famille, à ses amis. Et donc, ça lui offre aussi un cadeau qu'il peut reprendre. Donc ça, ces petits cadeaux, il faut penser à en mettre tout le temps dans le texte parce que c'est ça qui va faire que les gens vont écouter et vont continuer à écouter au cours de votre texte. Voilà, là, je pense que vous avez les ingrédients et la recette pour faire un bon discours d'éloquence. Maintenant, si vous voulez encore poser quelques questions, on peut encore, pendant quelques minutes, échanger sur des questions, s'il vous est venu des questions là-dessus ou d'autres questions que vous avez envie de poser maintenant. Et j'espère en tout cas que ces quelques instants autour de l'éloquence vous ont été utiles, que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations et de vos questionnements sur le monde de l'éloquence, sur la prise de parole en public, que ça pourra vous aider dans différents aspects de vos prises de parole. N'hésitez pas surtout à voir ça comme un jeu et à prendre du plaisir à pratiquer l'éloquence. Et pour ça, vraiment, s'inscrire dans un club d'éloquence peut vous donner une véritable révélation par rapport à cette activité. Donc j'espère que ça vous ouvrira des nouvelles passions, des vocations. Donc s'il y a des questions, mettez-les dans les chats. Ah voilà, il y en a quelques-unes qui arrivent. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, je vais y répondre, mais n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Alors nous ne sommes pas tous naturels dans la version humour dans un discours. C'est sûr, et ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que je vous dis, trouvez votre style. Et si l'humour n'est pas votre style, vous n'êtes pas du tout obligé de faire de l'humour. C'est un plus, c'est un assaisonnement, c'est le sel de votre discours, mais vous pouvez très bien décider, au lieu du sel, de mettre du poivre et de mettre des choses qu'on enseigne au public, par exemple, des petites choses qu'on lui apprend, ou même si ça vous plaît pas non plus, trouver un autre moyen de lui offrir un cadeau, par un moment poétique, par exemple. De la poésie, c'est un beau cadeau aussi. Ou simplement un moment d'émotion un peu fort, ou d'engagement politique. Ou il y a énormément d'autres façons de faire, et vraiment à chacun de trouver son style. En revanche, c'est toujours intéressant et toujours mieux de varier les styles. Mais c'est pas obligé d'inclure de l'humour. Vous pouvez très bien varier différents styles tout en restant dans un registre triste ou sérieux ou didactique. Ce qu'il faut, c'est juste trouver des petites ruptures de ton, des petites façons de varier. Comment est considérée l'utilisation du « je » dans un concours d'éloquence? Peut-on s'en passer et ne pas parler de soi? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que dans un concours d'éloquence, c'est soi-même qui parlons, mais on n'est pas du tout obligé de parler de soi, non. Et il y a des gens qui aiment le faire et qui parlent d'eux, mais il y a aussi des gens qui ne le font pas du tout et qui parlent d'une chose ou d'une autre. La seule difficulté, c'est pour s'adresser au public. Parce que c'est vrai que ça a toujours plus de force de dire « je vous le dis », n'écoutez pas ceux qui sont contre les carambars, en fait c'est très bon, je vous préviens, je veux vous alerter sur… Ça c'est plus facile de dire « je » que de ne rien dire du tout et de dire alertez-vous ou attention, mais vous pouvez très bien. Hein. Mais vous voyez, ça c'est un jeu très, très vide en fait. C'est pas comme si je vous disais je vais vous raconter mon enfance, je vais vous dire qui je suis. Non, c'est juste de dire un je, mais vous n'avez pas nécessairement un personnage. Donc l'utilisation du je n'est pas forcément reliée à l'utilisation d'un personnage ou l'utilisation de choses personnelles. Donc on peut très bien utiliser le je sans utiliser de choses personnelles. Et si ça vous gêne, on peut très bien ne pas utiliser du tout le je, utiliser le nous, leur parler seulement à eux, dire vous, et faire tout un discours à la seconde personne, ça peut très bien marcher aussi. Ou même à la seconde personne du singulier, on peut dire tu et parler aux uns aux autres, mais en disant tu, tout est possible, vraiment. Ou en ne faisant que raconter une histoire avec de la troisième personne, tout est possible. Et pareil, changer de personne peut aussi faire une petite rupture de ton, donc ça peut être intéressant. Si on raconte une histoire, d'ensuite parler en son nom propre, en je, ou en tu, ou en vous, ça tout est possible. Qu'est-ce qui fait qu'une conclusion est pertinente? Alors la conclusion, c'est toujours bien si elle résume un tout petit peu ce qu'on a dit quand même pour réaccentuer les idées marquantes. Mais je pense qu'une conclusion, ce qui fait qu'elle est pertinente, c'est que vraiment c'est la musique de fin, c'est la note de fin. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit brillant. Et ça, on peut le faire de plein de façons. Mais faut voir ça comme une musique. Vous voyez, dans la musique classique, les dernières notes, elles sont toujours amenées par tout un ensemble de choses. Pam, 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 pam,
Pam. Vous voyez, il y a écoutez des trucs de musique classique, vous allez voir on sent que c'est la fin déjà une quinzaine de notes avant la fin, hein, et ça finit toujours sur une très belle note où on sait que c'est la fin. C'est comme dans un feu d'artifice, le bouquet final. Il faut que la conclusion, elle ait un côté bouquet final, soit parce que c'est une envolée lyrique vers le plus grandiose, soit parce qu'au contraire on se calme après s'être énervé, soit parce qu'on se met à s'adresser au public et à l'alerter. Ça c'est souvent facile, hein. C'est une méthode facile, ça. On parle d'un sujet, on développe dessus et à la fin on dit et c'est pour ça que je veux vous en parler ce soir parce que c'est dangereux, ils veulent interdire les carambars alors que c'est toute la beauté de notre enfance, donc je vous le demande, ne les interdisez pas. Vous voyez, on peut finir sur une apostrophe au public. Ne pas oublier que c'est le public le plus important, pas le jury, hein. Donc si le public et le jury sont ensemble, c'est bien de regarder les deux et c'est facile. Si le public et le jury ne sont pas au même endroit, il faut regarder avant tout le public. On peut jeter des coups d'œil au jury, mais surtout pas regarder que le jury. Pourquoi? Parce que le vrai jury, en fait, c'est le public. Si vous faites un truc super, que le public applaudit à la folie, réagit, rigole, se lève, etc., eh ben, le jury, il peut vous détester, il sera obligé de vous mettre le premier prix. Obligé. Parce que c'est le public qui a décidé. Et que sinon, il y aura une émeute. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait un truc transcendant, mais simplement les réactions que vont faire le public vont influencer celles du jury. Donc à chaque réaction du public, si vous nouez un lien avec le public, ce lien, le jury va le voir et même inconsciemment va être obligé de vous mettre les points, d'apprécier ce que vous faites parce qu'il va voir que le public l'apprécie. Donc vraiment, c'est très populiste, hein, mais il faut parler au public, pas au jury, ou en tout cas en priorité au public, c'est eux qui décident. Alors, pour les dernières questions, donc, un ado peut-il réussir ou est-ce qu'il y a un âge recommandé pour se lancer dans les concours d'éloquence? Non, il n'y a pas d'âge, même un enfant pourrait le faire, il n'y a pas d'âge, et puis aussi les personnes âgées aussi, enfin de tous les âges. Vraiment, c'est une activité qui devrait être faite pour tout le monde. Évidemment, en milieu universitaire, on a tout le bagage un peu culturel et formel qui nous permet de jouer des rôles, certains rôles plus facilement. Mais un enfant ou un ado peut avoir d'autres qualités qu'on n'aura pas, qui sont plus de spontanéité, plus d'imagination, d'oser sortir du cadre, d'oser repousser les limites. Et ça peut être tout aussi intéressant, en fait. Donc un ado, oui, peut réussir absolument dans les concours d'éloquence, d'autant plus que les ados ont souvent un côté un peu rebelle, un peu révolté, un peu personnel aussi et très romantique au sens l'individu et son exaltation qui fait qu'ils peuvent être très bons là-dedans. Donc oui, moi je pense que les concours d'éloquence devraient être vraiment proposés en priorité même aux ados et je donne beaucoup d'ateliers dans des lycées et des collèges, donc face à des ados et on a souvent des très très belles surprises avec des ados. Dans un concours, devons-nous tous annoncer notre plan, partie 1, 2, conclusion? Alors non, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Ça dépend à quel point vous voulez mettre en valeur votre plan. Il faut en avoir un de plan, et ça peut être même qu'une seule partie, hein, mais simplement pour savoir comment vous enchaînez vos idées. Mais de l'annoncer, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie, c'est vrai que c'est certes très scolaire, mais ça met dans l'esprit du jury l'idée que vous avez fait un plan. Et le jury aussi, souvent, est très scolaire et va quand même apprécier ça. Mais idéalement, il faut essayer quand même de l'annoncer de manière amusante, intelligente. Et vous n'êtes pas obligé de l'annoncer au début. Vous pouvez aussi l'annoncer en cours de route en disant maintenant que nous avons parlé de ceci, nous allons parler de cela. Enfin, en faisant ça un petit peu mieux, mais voilà l'idée. Alors, une émeute à la fin d'un discours, j'en rêve. Oui, ça, ce serait le résultat idéal d'un discours. Merci beaucoup, c'était top. C'est gentil, merci. Je suis content que ça vous ait plu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, soit ici dans les dernières minutes. Je reste encore quelques minutes pour voir si vous avez quelques dernières questions. Ou sinon, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me demander aussi. Et puis voilà, j'avais dit avec Stéphanie qu'on allait vous répondre, surtout pour les participants du concours, mais aussi pour les autres, hein, aux différentes questions que vous pouvez avoir. Voilà. Merci beaucoup, Bill. Merci à toi. Quelqu'un souhaite poser une question? Toutes les questions ont été posées. Bon, écoutez, super. Super.
Merci beaucoup. J'espère que toi aussi, ça t'a plu de venir Mais oui. échanger avec nous. Ah, c'est toujours très Et en intéressant. tout cas, moi j'ai adoré. Toujours, on apprend toujours plein de petits tips. J'aime bien l'idée des cadeaux aussi. Pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et ben écoutez, bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.